Bienvenue aux actualités TVCO, édition du 14 août. Bonjour à tous et bonne émission. Pour vous, aujourd'hui, on a 4 reportages. Le premier porte sur les marais d'eau salée de Baie-Saint-Paul. Il y a une équipe de chercheurs de l'Université Laval qui est actuellement en train de faire une recherche dans ces marais. Nos journalistes les ont accompagnés. On va vous présenter un très beau reportage là-dessus. Aussi, dans un deuxième temps, la Chambre de commerce de Charlevoix propose une série de formations qui sont subventionnées pour les entreprises, pour les entrepreneurs bien sûr, mais également pour les employés. Ce sont des formations qui ont un certain caractère post-COVID. Alors, on en parle avec Joanne Côté, la directrice générale de la Chambre. Aussi, on tient à mentionner que le camp de jour de la ville de Baie-Saint-Paul s'est mérité une distinction, la distinction Tremplin d'or. Et on l'a reçu de la part de l'organisme Tremplin Santé pour la qualité des cours de cuisine qui sont dispensés aux jeunes de Baie-Saint-Paul qui fréquentent le camp de jour cette année. Donc, on a fait un petit reportage là-dessus. Et aussi, en terminant, le 20 août, ce jeudi, à 20h, on présente le film Trail in Motion au Ciné dans le Pré de Baie-Saint-Paul. Alors, on s'est entretenu avec les présentateurs du film. C'est le groupe Aricana qu'on connaît bien pour les nombreuses courses qui sont organisées dans la région. Donc, on reçoit Marlène Côté à ce sujet. On va parler bien sûr du film, mais on va également parler des nombreuses courses à venir dans la région. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Les marais d'eau salée du fleuve Saint-Laurent sont des écosystèmes d'une haute valeur environnementale et actuellement, à Baie-Saint-Paul, des chercheurs de l'Université Laval sont en train de l'étudier. Alors, on a accompagné un de ces chercheurs et son équipe, M. Mathieu Advani, dans les marais de Baie-Saint-Paul cette semaine. On vous présente un reportage de Éric Chaput et Daniel Biru à ce sujet. On prélève des échantillons sur le marais qui sont analysés en laboratoire. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut récupérer ce qu'on appelle des monolithes, c'est-à-dire des blocs de sédiments. Donc, le marais, c'est un sédiment fin qui est très cohésif. On prend ce qu'on appelle des monolithes et là, on fait toute une batterie de tests là-dessus. L'année passée, en novembre, on a présenté un projet de recherche sur les marais salés de Baie-Saint-Paul à la ville de Baie-Saint-Paul et à la ZIP Charlevoix-Saguenay. Le projet a été accepté avec un certain financement. On a commencé la recherche cet été au moment que les plantes sur les marais salés derrière moi ont commencé à pousser. Ça fait presque 25 ans, donc un quart de siècle, qu'on travaille sur les marais salés à l'Université de Laval. Et on a travaillé sur plusieurs d'autres à Montmagny, sur l'île d'Orléans, la côte de Beaupré. Et un des marais majeurs qu'on n'a pas observé et regardé en cours, c'était à Baie-Saint-Paul. Pour le comité ZIP, en fait, on voit vraiment comme une super opportunité parce qu'on se veut une interface entre les différents acteurs du milieu. Une belle opportunité d'approfondir les connaissances, puis ensuite de mieux les transmettre aussi au public, aux citoyens, aux visiteurs. Pour que les gens soient capables de réaliser ce qu'ils ont devant leurs yeux, il faut justement qu'ils soient capables de le comprendre. Puis c'est des milieux qui sont un peu méconnus, sauf peut-être par les locaux, puis les personnes qui ont vraiment porté attention. En tant que tel, c'est des milieux qui sont pourtant pleins de richesses. Le marais salé, c'est un des plus riches écosystèmes au Québec. C'est en matière de production de matière organique, c'est un des écosystèmes les plus riches. Beaucoup 2-3 fois plus riche que la meilleure terre agricole. Et donc, c'est très important pour la santé de notre environnement et surtout pour l'estuaire, pour les stocks de poissons, pour le sauvagine et même pour les petits oiseaux qu'on voit chaque jour. Les vagues, à mesure qu'elles traversent la zone végétalisée, elles délaissent leurs sédiments du même coup. On a des conditions qui sont favorables à la sédimentation. Tous les baies sont favorables. Ce sont des pièges à sédiments. On voit derrière nous un vieux bout de marais, donc une vieille plateforme de marais qui date d'un temps révolu, qui est actuellement en érosion, ce qui est tout à fait normal, ce qui fait partie du cycle.
Et on voit que cette partie-ci du marais recule. Mais si on regarde un petit peu plus loin, vers le devant, vers le bas du profil, on voit qu'il y a un nouveau marais qui est en émergence, qui est en train de sortir, qui est en train de se former. Donc, on voit très bien ici cet aspect cyclique. Vieux marais ici, nouveau marais qui se reforme devant, et une micro-falaise qui tend à disparaître au gré des accumulations de nouvelles vases à travers la végétation. Donc, nous, en échantillonnant dans un vieux bout de marais comme ça, on va être capable de voir l'histoire de ce marais-là. Et tout ça, avec des datations carbone 14. Puis ici, on a quelque chose d'1 mètre à peu près. Là. On va creuser un petit peu plus creux. On va sortir un morceau de là, en essayant de moins briser possible, évidemment. Qu'est-ce que ça va donner de voir des structures? Qu'est-ce que ça signifie un lit épais, grossier versus un lit fin? Bien, ça représente des différences au niveau de l'apport sédimentaire, qui peuvent être, oui, reliées par les conditions environnementales, mais aussi par l'apport de la rivière du Gouffre. On sait que la rivière du Gouffre a souffert, au fil des derniers millénaires, de nombreux glissements de terrain. À chaque fois qu'il y a un glissement dans la rivière, on a un apport massif de sédiments ici. Et cet apport massif de sédiments-là est rapidement ramené vers la plage et le marais ici. Une des choses qu'on espère voir, c'est peut-être le glissement de 1663 qui a été remarqué par Marie Gouillard dans ses journaux. Donc on espère peut-être voir l'évidence de ça dans cette monolithe. Je vais mettre mon pied sur la base. C'est un peu, si on veut, un livre, un dépôt de marais qui se construit dans le temps. Bien, c'est un peu un livre qui révèle des pages de l'histoire, de l'évolution de ce marais-là. Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? On voit des galets. Donc, on peut ici peut-être voir un lit plus riche en matière minérale. Ici, on voit un lit plus riche en matière organique. Minéral, organique. La base a l'air homogène, mais il est fort à parier qu'elle ne l'est pas du tout. Dans le laboratoire, on va tout le trancher avec un bon couteau, dans des conditions beaucoup plus favorables que sur le terrain. On va le nettoyer très bien. Un de nos derniers intérêts concernant les marais salés, c'est leur beauté. On voit qu'il y a une esthétique dans ça. Et on se demande, est-ce qu'on peut rendre cette beauté plus comprise, plus reconnue et même plus valorisée? Et donc ça, c'est notre souhait pour l'avenir, que ces marais puissent être mieux aimés. Et par le fait même qu'on aime une chose comme les marais, on va avoir la volonté de les protéger. Alors que la rentrée scolaire approche, on apprend également dans Charlevoix que la Chambre de commerce nous a préparé une rentrée scolaire en nous présentant une série d'ateliers qui s'intitule « Se former pour performer ». Et j'accueille à ce sujet Joanne Côté, sa directrice générale. Madame Côté, bonjour. Bonjour, Martin. Madame Côté, pourquoi avoir pensé à mettre en place des ateliers de perfectionnement à ce moment-ci de l'année? Bien, en fait, c'était la rentrée scolaire aussi pour les entrepreneurs et leurs employés. Donc, pour faire un peu écho à ce qu'on a vécu au printemps, où il y a beaucoup d'employeurs qui ont dû mettre non seulement soit à pied, mais aussi en travail à domicile, beaucoup de leurs employés. Donc, ça permettait, les formations visent à justement faciliter et être meilleur, être mieux, plus performant face à ces nouvelles réalités de travail à distance. Alors, parlons-en de ces 5 formations qui sont offertes dans le cadre du programme Se former pour performer. Il y a effectivement d'abord une formation sur les outils collaboratifs. Et le but de ça, c'est justement d'être plus performant quand vous avez des employés qui travaillent à domicile. Donc, comment arriver à partager des fichiers efficacement, comment faire en sorte que le bureau soit encore fonctionnel, même si chacun est chez soi. Il y a également un atelier sur la gestion des réseaux sociaux, des médias sociaux. Exact. Alors, c'est un atelier qui dure une trentaine d'heures quand même, et puis qui vise à regarder comment performer, comment utiliser ces réseaux-là pour mieux communiquer à titre d'entreprise. On s'entend également qu'on est toujours dans le perfectionnement pour la gestion du Excel intermédiaire. Vous
Je sais qu'il y a des gens qui pitonnent le Excel, mais il y a quand même des marches à monter pour se rendre quand même un peu plus performant. Exact. Donc, le programme s'adresse à des gens qui, justement, ont soit déjà suivi une formation ou qui pitonnent sur Excel depuis déjà un petit moment et puis qui sont habiles, mais qui aimeraient vraiment en apprendre davantage pour faire des tableaux croisés, par exemple. Donc, c'est vraiment un niveau de perfectionnement, mais il ne faut pas croire qu'on a besoin d'être déjà un pro du Excel. Donc, on va améliorer leurs compétences. On propose également d'améliorer la compétence des gens en gestion des ressources humaines, mais ça, c'est la suite d'un premier cours qui avait déjà eu lieu. Exact. Avec Emploi Québec et Formation continue, il y a une formation qui s'appelle Supervision M3I, supervision qui a été donnée dans le passé, mais là, il y a la phase 2 de ce programme-là. Donc, il faut vraiment avoir suivi la première phase pour être en mesure d'adhérer à cette formation qui va accueillir seulement 12 participants. Donc, c'est très pointu. Et le dernier atelier de formation que vous proposez, c'est vraiment quelque chose de particulier. On l'appelle « Cuisiner le terroir ». Et ça, c'est un programme qui demande un peu plus d'engagement que les autres. Les autres sont à raison d'une fois ou deux par semaine. On pourra voir les horaires sur le site de la Chambre. Mais Cuisiner le terroir, c'est une formation à temps plein. Bien, c'est une formation qui va se donner quand même à des périodes, on ne sera pas en cours là, de 9h à 5h à tous les jours, mais c'est surtout intéressant, c'est que ça s'adresse à une clientèle pointue qui sont les cuisiniers et les aides cuisiniers dans les restaurants de la région. Et c'est une façon pointue de cuisiner le terroir parce que les cours vont être donnés par Émile Tremblay et Sylvain Dervieux des Faubergers. Donc, c'est cuisine du terroir façon Fauberger. Donc, une belle façon d'aller plus loin, de faire autre chose, de regarder notre terroir avec un œil différent. Et de ce côté-là, on parle d'une formation à temps plein de 120 heures. 120 heures, 120 heures. 120 heures qui va être dispensée à quel endroit? Ça va être dispensé du côté de la Malbaie, à la Gogaille, donc dans les cours, dans les locaux de la formation professionnelle, la commission scolaire, en présentiel. Donc, contrairement à tous les autres cours qui sont essentiellement en vidéoconférence, dans l'autre cas, ça va être en présentiel. Évidemment, on va mettre en place toutes les mesures qu'il faut pour que la distanciation physique soit respectée et que les normes sécuritaires pour anti-COVID soient également appliquées. Vous offrez également un soutien financier pour les employeurs qui voudraient faire participer leurs employés à vos ateliers de formation. Pouvez-vous me donner des détails là-dessus? Oui, c'est une formation qui est faite dans le cadre du PACM, donc, et qui est rémunérée. C'est-à-dire qu'on va rembourser le salaire des employés et ou du propriétaire de l'entreprise jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure. À condition, bien évidemment, qu'ils ne soient pas déjà sous une autre subvention. Là, on ne va pas subventionner une subvention, mais dans la mesure où le salaire est payé par l'employeur, ça va être remboursé jusqu'à concurrence de 25 $ de l'heure pour l'ensemble des heures qui sont consacrées à la formation. Donc, ce programme, le PAMEC, c'est un programme qui vous arrive du gouvernement provincial? Provincial, exact. C'était dans le cadre de toutes les mesures qui ont été prises pour aider les entrepreneurs dans le cadre de la COVID. Donc, il y a eu des sommes importantes qui étaient à la disponibilité des employeurs, mais également des organismes comme nous pour proposer des solutions pour sortir de la crise. Alors, il y a une date limite d'inscription pour ceux que ça intéresse. On procède comment pour s'inscrire, Joanne Côté? Alors, on va sur le site de la Chambre, www.créerdesliens.com, c'est facile. Oui. Et on va sur le site de la Chambre jusqu'au 21 août. C'est important. C'est rapide. C'est rapide, c'est demain matin parce que la saison, en fait, les cours vont déjà commencer dès début septembre. Donc, 21 août. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut faire très vite pour s'inscrire parce que on a déjà annoncé le programme depuis quelques jours et puis il y en a qui sont presque complets. Alors, il faut vraiment faire vite pour s'inscrire. www.créerdesliens.com dans la section « Formation ». Joanne Côté, merci beaucoup et bonne rentrée. Merci beaucoup. À vous aussi. Grâce à ces ateliers de cuisine destinés aux enfants, le camp de jour de la ville de Baie-Saint-Paul s'est mérité un prestigieux prix, le prix Tremplin d'Or, décerné par l'organisme Tremplin Santé. Alors, on a voulu en savoir plus long. On s'est rendu au camp de jour et on vous présente ce reportage. Bien, c'est certain que, de gagner un prix par rapport à une petite initiative, c'est magique. Ça veut dire que nos efforts ont été reconnus par nos pairs. Donc, ça, c'est un petit velours, c'est vraiment intéressant. Puis, le 1 000 $ de prix qu'on a gagné, ça va nous servir à redémarrer l'activité l'année prochaine. On ne se fera pas de cachette, acheter des légumes, acheter des fruits, payer des intervenants de qualité, ça a un certain coût.
Donc, on repart avec 1 000 $ l'année prochaine pour démarrer le projet. Puis c'est certain qu'on va continuer nos recherches là, avec des partenaires locaux. Déjà, chacun son pain, les viandes bio. On donné une partie du matériel pour justement faire les sandwichs et pour d'autres ateliers. Marc-Olivier est en train de nous donner. L'objectif des ateliers, c'est vraiment de développer les habiletés culinaires des jeunes. C'est quelque chose qui se perd. Puis avec le confinement, on a trouvé que c'était un beau timing. Les familles ont été portées à cuisiner un petit peu plus. On l'a vu avec le manque de levure, de farine, de sucre. Donc, on s'est dit qu'on avait un beau, justement, terrain de jeu pour exploiter ces créneaux-là. Donc, c'est une idée qui mijotait depuis l'année dernière avec Patrick. Puis, au mois de juin, quand on a vu la subvention de Tremplin Santé, on avait possibilité d'aller chercher un montant d'argent pour promouvoir les saines habitudes de vie au camp de jour. Donc, on a sauté dessus, on l'a eu. Puis, à partir de ce moment-là, le projet a démarré. Ça a été un coup de cœur, soit auprès de Tremplin Santé, l'organisme qui nous a fourni une partie des fonds, puis auprès des jeunes, des moniteurs, même nous, les coordonnateurs, c'est un rayon de soleil dans nos journées de venir préparer l'atelier culinaire, de voir les jeunes qui ont du plaisir à interagir avec Patrick, à cuisiner. Puis nos moniteurs ont même pris l'initiative de cuisiner par eux mêmes d'autres recettes avec les jeunes dans les dernières semaines. Bon, des choses un petit peu plus simples, on s'entend. Mais tout de même, là, l'initiative est là, puis tout le monde souhaite que ça revienne dans les années futures. Vous êtes capable. Bravo. Alors, encore une, regarde-toi, tiens. La première semaine, on a cuisiné du couscous. Il y en a plusieurs qui connaissaient moins ça. Donc, il y en a qui ont demandé à leurs parents d'aller acheter du couscous. C'était fantastique. Au niveau des légumes, on a eu d'autres ateliers de dégustation avec une nutritionniste. Donc, de la betterave, du céréales, des choses qui sont moins communes dans nos assiettes, pourtant qui poussent ici au Québec depuis qu'on est là. Donc, c'est des choses que les jeunes ont adorées. Puis, quand il dit, est-ce que le monsieur revient, est-ce qu'on pourrait faire des ateliers culinaires à tous les jours, je pense que c'est signe que les ateliers ont été appréciés. Partenaire financier, on a eu Tremplin Santé, partenaire majeur dans le projet. Desjardins également, du fleuve et des montagnes. Les partenaires alimentaires comme Chacun son pain ont participé grandement avec des dons de denrées. Gravel et Tremblay qui nous a offert des bons prix sur les aliments, des aliments bio, des aliments du Québec. Puis la Bordée des Corneilles avec Jean-Thomas Fortin aussi, qui est un bon partenaire avec ses légumes bio. C'est important pour nous de faire connaître les légumes du terroir. Bien, l'important de bien manger, l'important de manger simple, c'était ça l'objectif, de le démontrer aux jeunes. Puis je pense que Charlevoix est comme dans une vague on va appeler ça de l'autonomie alimentaire, de souveraineté alimentaire. Donc, de pouvoir l'enseigner aux jeunes, je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut leur faire. Le jeudi 20 août prochain, le Ciné dans le Pré présente le film Trail in Motion, un film qui est présenté par un groupe qui court beaucoup dans la région. C'est le groupe Arikana. Et on rejoint là-dessus pour nous parler de ce film et des autres projets d'Arikana pour l'été. On rejoint tout de suite Marlène Côté. Bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue. Avant de parler comme tel du film de cette année, parce qu'il y en a un à chaque année, un film, avant de parler de ce film, qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qui se dégage de ces films? Vous me posez une excellente question. En Ouais. fait, Trails in Motion, c'est un festival de films international là, qui existe depuis 8 ans et que nous, on fait venir depuis 6 ans au Québec Oui. pour une grande tournée québécoise. Et les films qui sont présentés, parce qu'il ne s'agit pas juste en fait, d'un film, mais vraiment de plusieurs films au cours de la même soirée, donc des courts et des moyens métrages. Et à chaque année, on a des films qui présentent des histoires vraiment surprenantes de coureurs un peu partout dans le monde qui vivent des aventures tout à fait incroyables. Et ce sont vraiment des films qui rejoignent tout le monde, qu'ils soient coureurs ou non coureurs. Tout le monde y trouve un petit peu quelque chose auquel s'accrocher. Donc, ce sont vraiment des histoires de résilience, de persévérance, des histoires touchantes, parfois drôles, d'amitié. Donc, ce sont vraiment des belles histoires qui vont rejoindre tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai des amis, moi, qui viennent année après année, qui ne courent pas du tout, et qui ont un énorme plaisir à venir à Trails in Motion. Et l'édition de cette année va nous présenter la course de Mathieu Blanchard, qui, lui, a fait le Mont-Blanc cette année. En fait, oui, Mathieu Blanchard est un Français qui a émigré au Québec il y a quelques années, un excellent coureur parmi maintenant les meilleurs dans le monde, donc il fait partie de l'élite mondiale. Et il a participé à l'Ultra Trail du Mont-Blanc en 2018, l'Ultra Trail du Mont-Blanc étant la
plus grosses courses de trail au monde et qui nous raconte. Oui. Pouvez-vous nous dire la distance? Qu'est-ce que ça représente comme défi, l'Ultra Trail Mont-Blanc? C'est un 170 km de course qui fait 3 pays différents là, en Europe autour du Mont-Blanc. Donc, une grosse épreuve là, et qui est très difficile physiquement, mais aussi mentalement. Et donc, c'est tout le cheminement de Mathieu qu'on voit dans ce film-là, qui nous parle de son aventure, et non seulement de sa préparation et de sa participation à ce défi-là, mais aussi tout ce que ça implique au niveau de sa relation avec sa famille, ses amis, et notamment avec son frère qui a eu un grave accident de voiture et qui a perdu sa jambe et qui l'accompagne pour la fin de sa course. Donc, vraiment un film qui est super bon, très touchant, qui parle énormément là, à de tout force le monde. et de résilience? Exactement. Jeudi, donc on répète là, jeudi 20 août, dans le cadre de Ciné dans le Pré, Trail in Motion. Il faut quand même parler de nos autres sujets ensemble parce que ça brasse beaucoup. J'aimerais d'abord savoir, vous avez au début de la COVID mis en place Arikana tout l'été, permettre aux gens de courir librement, mais également de pouvoir demeurer dans un aspect, en tout cas, au moins encourageant si ce n'est pas compétitif, parce que les temps étaient pris quand même. Comment ça s'est passé? Comment était l'achalandage cette année là-dessus? On est vraiment content parce que l'idée est venue tardivement au tout début de l'été. Et donc, c'est un projet qui a été mis en branle un peu sur le chapeau de roue, disons, pour s'adapter au contexte du COVID. Et vous l'avez dit, donc, dans le fond, les gens peuvent venir courir le 28, le 10 ou le 5 km de l'Ultra Trail Arikana qui ont été balisés permanents pour tout l'été. Oui. Les gens s'inscrivent et ils peuvent venir enregistrer leur temps avec une montre, nous soumettre leur temps, faire partie d'un classement. Et là, on savait pas trop à quoi s'attendre au niveau de l'engouement et finalement, on a eu vraiment une belle participation. On a dépassé le 165 participants d'inscrits officiellement. Pour le loup solitaire, le 28 km? Oui, le 28 km au Mont-Grand-Fond. Donc, on a officiellement 165 inscrits. Il y en a d'autres qui continuent à s'inscrire presque tous les jours. Oui. Et ça continue jusqu'au 11 septembre. Jusqu'au 11 septembre. Et puis aussi, les bonnes nouvelles de la semaine, c'est qu'on peut recommencer à planifier des événements, à faire des événements avec des plus grands participants. Puis là, ça nous amène à votre prochain projet, qui est l'Ultra Trail. Qu'est-ce qui arrive? Oui, bien c'est ça. L'Ultra Trail Arikana, ça a été une grosse décision, un gros projet cette année, puisque, bon, vous savez, c'est une grande course qui accueille des centaines de coureurs à chaque année. Là, finalement, on a réussi à adapter la formule de la course pour la rendre plus petite, plus sobre, très sanitaire. Et donc, on a soumis une proposition aux autorités publiques qui a été approuvée la semaine dernière seulement. Donc, l'Ultra Trail Arikana va pouvoir avoir lieu, mais seulement avec les longues distances cette année. Donc pour combien de participants? Ça va être un peu moins de 700 participants répartis sur 4 distances. Donc, c'est 4 distances de 175 personnes. Et la façon dont on a aménagé les lieux et les activités, c'est que les gens vont très peu se croiser ou se côtoyer sur les mêmes sites. Donc, ça se déroule sur 4 jours? Bien, la remise de dossard se déroule sur une grande période. La course se déroule sur de nombreuses heures et c'est des sentiers linéaires dans lesquels les gens ne se croisent pas nécessairement. Donc, on a géré les événements en différents plateaux sportifs là, qui vont créer une fluidité de gens tout au long des parcours. Donc, on ne parle plus vraiment d'un événement, on parle vraiment d'une course. Donc, on se concentre sur ce que les gens préfèrent. Et, donc, l'événement, le chrono, la sécurité, la logistique. Puis tout ce qui était aux alentours un peu plus festif, c'est sûr que ça a été coupé cette année. Là. Et ça va se dérouler à quel moment? Du 10 au 13 septembre, au Mont-Grand-Fond. Et actuellement, les inscriptions sont ouvertes? Sont ouvertes, mais il ne reste plus beaucoup de place. En fait, je vous dirais, on est presque complet. Il y a beaucoup de passion et je ne doute pas aussi qu'il y en aura le 20 août prochain pour Trail in Motion. Marlène Côté, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et bonne course. Merci. C'est tout pour notre émission cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Je remercie toute l'équipe de TVCO pour la réalisation de cette émission et je vous dis à la prochaine. On se laisse sur des images des marais salés de Baie-Saint-Paul.